Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award et aujourd'hui nous allons parler de Tawantinsuyu, l'Empire Inca, un jeu de David Turkzy, un de plus pour lui, qui est publié chez Board & Dice et Pixie Games pour la VF, qui sort pratiquement en même temps d'ailleurs que la version en VO, ce qui est toujours très agréable et on peut souligner le travail des Pixie pour nous permettre d'avoir une version française très rapidement. Ici on part sur les Incas, sur le grand temple du soleil de Coricancha, et on va retrouver toute une série de choses propres au peuple inca, c'est-à-dire des dieux spécifiques et des temples, des prières, des offrandes et des constructions, un petit peu tout ce qui fait la vie de leur peuple. On a le grand temple de Coricancha qui se trouve ici, à divers degrés, donc c'est 4 degrés, toute une partie au-dessus où on va retrouver notre grand prêtre. On a un village avec des villageois qui ont des spécificités, des couleurs différentes qui représentent des métiers différents, des nomades avec des personnes qui se trouvent ici, et puis 4 zones de guerre tout autour, qui portent un nom encore plus difficile à prononcer que Tawantinsuyu, donc je ne me lancerai pas dans la chose. Et puis on a la progression ici au niveau des temples pour les dieux, donc tout ce qu'on va pouvoir faire au niveau de notre prêtrise et montrer notre valeur à notre dieu. Il est important de dire que l'on a pour chaque joueur une très grande aide de jeu qui est vraiment très importante parce qu'elle reprend tous les points de jeu et il y a beaucoup de points et de petits points, de micro-règles même au niveau de Tawantinsuyu. Donc c'est important d'avoir ceci pour le suivre. D'ailleurs, la gestion ou l'explication des règles peut se faire à travers ceci vu que la majeure partie des informations du jeu sont toutes ici. Au niveau ressources, nous avons du maïs, des pommes de terre qui sont considérés comme nourriture de manière globale. Sinon, on va parler vraiment du maïs et de la pomme de terre en tant que tel. On a de la pierre et on a de l'or. L'or étant la ressource qui permettra de remplacer n'importe quelle ressource nécessaire. On a des tapis. On va pouvoir construire au fur et à mesure du jeu des tapis avec des symboles différents. Donc on ne pourra pas mettre sur un même tapis des symboles identiques quelque part. Donc on va faire plusieurs lignes éventuellement de tapis. En début de jeu, il y a des tapis avec un dos qui est un petit peu spécifique, qui n'est pas le même que le dos normal, qui permet de définir les tapis de départ. Chaque joueur va pouvoir choisir un des tapis disponibles en commençant par le dernier joueur. Donc admettons que je prenne celui-ci. Les autres tapis vont dans la boîte, on ne jouera plus avec eux. Et ainsi, on a un départ. On a aussi au niveau du départ 8 cartes en main. Ce sont les cartes dieux. Donc, on va les tirer au sort. On va en garder 3 qu'on va pouvoir récupérer dans sa main en début de partie. Et les 5 autres vont être utilisés pour les ressources qu'elles représentent. Donc, on va partir avec des ressources spécifiques. Par exemple, ici, je récupère un or. Je récupère une pomme de terre et un travailleur. Ce travailleur, je le prends parmi les nomades et donc j'ai le choix au niveau des couleurs qui se trouvent ici. Je vais prendre le jaune par exemple. Dès que je prends quelque chose ici, je vais pouvoir le remplir avec mon petit sac et remettre un nouveau nomade. Là, je prends un tissu, donc je prends soit le premier de la pile visible, soit en masquer le suivant. L'intérêt, comme je l'ai dit, c'est de mettre des tapis de différents symboles sur une même ligne et avec les mêmes symboles qui se touchent. Donc par exemple ici, j'ai pomme de terre, je peux prendre la pomme de terre et je le mettrai là. Le suivant, j'ai encore tapis. Eh bien, si je veux, je prends le suivant ou je pioche au hasard. Si je prends le suivant, ça tombe bien, je peux le mettre ici. Si jamais ce n'était pas le cas, j'aurais pu le mettre aussi comme ceci, sans que le symbole soit identique, mais simplement pour faire progresser et avoir au niveau de mon tapis des motifs différents. Mais quand je peux le faire coïncider, bien sûr, c'est mieux. Sinon, j'aurais commencé sur une nouvelle ligne si j'avais déjà eu ce symbole-là dans ce tapis-ci. Et là, je vais prendre une carte de guerre. Les cartes de guerre sont des cartes qui vont me permettre d'avoir soit un, soit 2 combattants qui ont une ressource qui se trouve aussi en dessous et qui peuvent être défaussés à tout moment du jeu pour la ressource. Donc quand ils sont en main, on peut les défausser pour la ressource. Le reste des cartes de chaque joueur va repartir dans la pioche. On va remélanger tout et ainsi on sera prêt à ce niveau-là. On doit prévoir un espace pour mettre des cartes au niveau de la pioche qui est égal au nombre de joueurs plus 1. Donc 3 joueurs, on va laisser un espace pour 4 cartes. Lors de la mise en place, on va mettre 2 travailleurs de chaque couleur dans le sac. Chacun va piocher 2 travailleurs. Ils devront être de couleurs différentes et alors on les gardera en main. Et une fois que tout sera fait, on va recharger avec les travailleurs restants. Attention dans votre première partie, calculez bien le nombre de travailleurs que vous avez parce que les Pixie Games ont fait les choses bien. Vous avez logiquement un meeple de plus de chaque couleur que nécessaire, donc ne mettez pas systématiquement tout dans le sac. Pensez à les compter, retirez celui qui est logiquement ici en numéraire et ainsi vous aurez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Il se peut que dans les cartes de départ, vous puissiez faire une construction qui se trouve ici, auquel cas vous devrez effectivement payer le prix de la construction, j'y reviendrai. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on ne recharge pas
directement pour le joueur suivant avec les cartes suivantes. On va pouvoir le faire lorsque chacun aura choisi ses cartes et là seulement on complétera éventuellement pour revenir à 2 de chaque type. On va avoir des constructions qui ont un symbole infini, donc qui ont une action permanente dans le jeu, un avantage, et puis des constructions de production qui vont s'activer uniquement quand on fera une action de production. Lors du premier tour de jeu, la première chose que vous allez faire, ça va être enfin de placer votre prêtre dans une zone de départ. Donc, les prêtres peuvent être tous dans la même zone, donc vers un côté, ou alors sur des côtés différents, il n'y a pas de problème. Ils vont donc regarder dans un sens. Au niveau du temple du soleil, il y a des sections. Ces sections, c'est tout ce qui fait face à un côté. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sections au jeu. Et on a des segments. Des segments, c'est un étage d'une section. Un étage d'une section, un étage d'une section. Donc systématiquement, on va travailler à ce niveau-là. Il y a ici toute une série de symboles que l'on va retrouver sur nos cartes. Ce sont les dieux, ce sont les symboles des dieux. Et on va les utiliser, effectivement, nos cartes, pour aller faire une action directement dessus. Le jeu va se dérouler en 3 manches. Une manche se termine quand tous les villageois ont été pris. Il va y avoir alors une phase de décompte, 2 fois, qui s'appelle un festival, et puis le décompte final. Lors de votre tour, vous allez avoir le choix entre 2 options. Soit placer un ouvrier dans le jeu, parmi les ouvriers que vous avez au départ, éventuellement gagner à la mise en place, ou alors faire 2 actions secondaires. L'action principale, ça va être de placer effectivement un ouvrier. Pour placer un ouvrier, je vais avoir besoin d'une chose, je vais avoir besoin d'une carte. Je vais donc choisir la carte d'un dieu pour placer un ouvrier sur le symbole identique. Si jamais je n'ai pas le symbole que je vise, je peux aussi aller placer mon ouvrier en dépensant un or. Je vais donc défausser ma carte, choisir l'ouvrier et le placer à l'endroit visé. Il y a un coût de placement. Ce coût de placement, il y a 2 choses. La section sur laquelle je le place et l'étage sur laquelle je le place. La section va dépendre de la position de mon prêtre. Si je suis dans la même section que mon prêtre, je paye 0 nourriture. Donc nourriture, maïs ou pommes de terre. Si je suis sur une autre section, si c'est la section adjacente, je paye 1 nourriture. Si c'est la section opposée, je paye 3 nourritures. Ensuite, je peux définir le niveau sur lequel je vais le placer. Si je le place au premier niveau, juste en dessous de mon prêtre, eh bien je vais payer 0 nourriture supplémentaire. Autrement dit, ici, même section, étage à côté du prêtre, 0 nourriture. Si je le place un cran plus bas, ici par exemple, je vais le placer donc à une section de distance, je vais devoir payer 2 nourritures. Et s'il était encore placé plus bas, j'aurais payé 5 nourritures. Ces coûts de nourriture peuvent être réduits. Dans le jeu, vous allez pouvoir placer des escaliers. Ces escaliers permettent de réduire à chaque fois de 2 le coût de nourriture pour l'étage en cours. Autrement dit, ici, ce serait 2, moins 2, 0. Là, ce serait 5, moins 2, 1. Donc je ne paierai qu'une nourriture pour le placer ici. Qui plus est, les joueurs adverses dont j'emprunte l'escalier gagneraient alors 1 point de victoire. Donc utiliser un escalier rapporte 1 point de victoire au propriétaire, pas vous. Vous avez donc intérêt à utiliser vos propres escaliers si vous avez pu les placer. Une fois le coût de placement payé, on va pouvoir définir les actions que l'on fait. Par défaut, lorsque je place un ouvrier, je gagne une action. Et je vais donc ainsi pouvoir réaliser une des actions qui se trouvent tout autour. Je peux augmenter le nombre de mes actions s'il y a des ouvriers de la même couleur qui se trouvent autour de lui. Il y a chaque fois un petit chemin qui permet d'aller vers les cases des dieux proches en passant par le symbole d'activité. Et donc si j'avais un ouvrier bleu qui se trouve ici, j'aurais une action de plus, donc une pour mon ouvrier, une parce qu'il y a un bleu à côté. Il y a maximum 5 symboles autour d'une zone, parfois il y en a 4, et on va pouvoir ainsi avoir jusqu'à potentiellement donc 5 actions en plus de l'action normale de l'ouvrier. Qu'est-ce que je fais de mes actions quand je n'ai plus qu'une? Eh bien, je vais devoir les diviser sur toutes les activités possibles. Autrement dit, si j'ai 2 actions comme ici, je vais pouvoir faire ces 2-ci ou ces 2-là, mais pas 2 fois la même. Si j'en ai 3, ce sera donc 1 de chaque. Si j'en ai 4, ce sera 1 de chaque plus une au choix et on continue ainsi au niveau de chaque zone. Donc, on doit les répartir sur l'ensemble. Une autre chose qui modifie mes actions, c'est la couleur du personnage. Chaque personnage a des pouvoirs ou des talents spécifiques. Le bleu fait que si je le place sur une case bleue, je gagne une action. Idem pour le vert et la case verte. Pour les autres, c'est un petit peu plus spécifique. Le rouge, quand il est placé, me permet de récupérer un des ouvriers déjà présents alentour, mais seulement s'il n'est pas de la couleur rouge. Et il va me permettre de piocher une carte d'armée pour ma main. Remarquez que le rouge ici n'a pas d'action supplémentaire parce que l'ouvrier qui se trouve à côté n'est pas rouge. Le jaune
lui va avoir une réduction de 1 au niveau des nourritures à payer. Donc même si je le plaçais à un endroit comme ceci, où il devrait payer 5 moins 4, donc 1 pour aller dans la dernière zone, eh bien comme il paye une nourriture de moins, il paiera toujours 0. Lui gagnera une tâche de plus s'il est le premier ouvrier dans un segment. Un segment, donc une zone comme ceci. Le premier ouvrier n'est pas nécessairement le premier jaune, le premier ouvrier. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres ouvriers dans la zone. Le blanc, lui, me permet d'aller chercher une carte de Dieu directement ici. Et si je paye une pomme de terre, je gagne une action en plus. Passons aux tâches maintenant. Quand j'active ici mes actions, qu'est-ce que je vais récupérer? Eh bien, il y a des choses très simples. Je vais récupérer 2 pierres, je vais récupérer 3 pommes de terre, je vais récupérer 2 maïs, je vais récupérer un or. Ça, c'est vraiment le truc standard. Ensuite, on va avoir des actions telles que je vais construire un escalier. Construire un escalier, ça me coûte 3 pierres, c'est indiqué ici. Et ça va me rapporter 2 pommes de terre, 1 maïs et 4 points de victoire. Cet escalier, je le place où je veux. Je ne le place pas nécessairement dans la zone sur laquelle je suis. Je peux le placer sur n'importe quelle zone. Il y a quand même une contrainte. Je dois d'abord placer un escalier au premier niveau avant de pouvoir en placer un sur le niveau deuxième. Donc je ne peux pas directement le mettre ici, mais je peux le mettre très bien comme ceci. Si jamais je place un escalier au deuxième niveau, qu'importe d'ailleurs le joueur qu'il le fasse, il va alors donner 2 points de victoire au joueur qui a placé l'escalier au premier niveau. 2 points de victoire si c'est un autre joueur, mais 2 points de victoire pour soi-même si c'est le même joueur qui fait l'escalier aussi. Donc contrairement au fait d'emprunter un escalier qui ne donne des points de victoire à un seul point de victoire qu'à l'adversaire qui a construit l'escalier, ici on va bien pouvoir récupérer les 2 points de victoire, même si c'est pour soi, c'est ce qui est indiqué là-bas, 2 points de victoire pour la personne qui aurait fait l'escalier de l'étage supérieur. Construire un bâtiment va nécessiter donc de payer le coût qui se trouve ici. Un bâtiment va arriver ici après avoir payé son coût, donc ici par exemple une pomme de terre et 2 pierres, et ça me rapportera quand je l'activerai 1 or et 2 points de victoire. Ce sont les bâtiments de production et vous avez les bâtiments qui ont un effet permanent, donc qui vont être tout le temps ici dans votre jeu et qui auront toujours un effet spécifique. Comme par exemple ici, pouvoir payer à n'importe quel moment du jeu une pomme de terre pour aller chercher une carte de Dieu. Quand on a pris des cartes ici, on va les remplacer par d'autres qui vont donc être disponibles pour le joueur suivant. Ici, on va pouvoir aller chercher 2 cartes de guerre, d'armée, regarder les deux et en choisir une, l'autre va être alors défaussé simplement. Ici, on va activer un de nos bâtiments de production, le bâtiment qui a ce symbole-ci. On va simplement aller récolter ce qui est indiqué dessus, donc ici 1 or et 2 points de victoire. Les tapis me permettent alors d'aller chercher 3 tapis, le premier visible et les 2 suivants. Je les regarde et je vais pouvoir choisir de les acheter ou pas. Je peux en acheter 0 ou je peux acheter tout. Un tapis 1 maïs, 2 tapis 3 maïs et les 3 tapis 6 maïs. Si je n'achète pas un ou plusieurs tapis, ils vont être mis à disposition des autres joueurs. Ils auront alors dans l'ordre du tour l'occasion de payer 3 maïs pour acheter un des tapis que le joueur n'a pas choisi. Si moi ici j'avais été prendre un tapis utile, par exemple celui-ci, j'aurais été le mettre ici. Ce n'est pas le même symbole mais ce n'est pas grave. Je vais avoir ainsi des tapis différents dans ma zone. Celui-là je ne l'ai pas non plus. Même problème de symbolique et d'adjacence. Et celui-là je l'ai déjà. Je pourrais avoir encore celui-ci que je rajouterai ainsi. Ça m'aurait coûté 3 maïs, 2 maïs, 1 or, ça me fait bien mettre 3 maïs. Et celui-là serait mis à disposition des autres joueurs. Il l'achète, il ne l'achète pas. Il ne l'achète pas, il repart à la défausse. On révèle le suivant et on continue. L'action suivante qui est liée avec les tapis, c'est le marchandage. Le marchandage, c'est activer les symboles identiques au niveau de mes tapis. Donc par exemple, l'action de marchandage ici me rapporterait 3 pommes de terre plus 2 pierres dans mon stock. Ici, ce n'est pas le même symbole, ça ne rapporte rien. Là, ce n'est pas le même symbole, ça ne rapporte rien. Si j'avais plusieurs lignes de tapis, eh bien dans chaque ligne, je ferais un marchandage pour peu que j'ai les mêmes symboles qui soient repris. Dernier type d'action sont les statues. Les statues, ça me permet de construire une statue, petite ou grande, qui se trouve ici. Pour construire une petite statue, il me faudra 3 pierres et je gagnerai 3 points de victoire. Une grande statue sera 3 pierres et 2 or et je gagnerai 9 points de victoire. La statue, je choisis celle avec le symbole qui m'intéresse. Ici, je n'ai de toute façon que 3 pierres pour pouvoir le payer. Donc 2 pierres et 1 or. Je prendrai une petite statue et je pourrais prendre celle-ci. Cette statue vient chez moi, je gagne 3 points de victoire immédiatement.
Et j'ai donc une statue chez moi. À quoi va me servir cette statue? Eh bien, à activer en plus les bonus indiqués sur mes cartes. Si je joue au prochain tour une carte qui a le symbole identique à ma statue, par exemple ceci, pour aller placer un bonhomme sur ce symbole-ci, ici, ça me coûte 0, c'est la même section et il y a un escalier pour le mettre. Eh bien, le fait d'aller jouer sur une position où j'ai le dieu et la statue, je vais recevoir en plus les ressources qui sont indiquées sur la carte. Donc ici, un or et un point de victoire. Donc, aller chercher des statues et avoir dans ses mains les cartes associées, c'est vraiment un gros avantage. Vous allez avoir une meilleure production, le fait d'utiliser les statues associées aux cartes. Une fois que c'est fait, que vous avez placé votre ouvrier, que vous avez fait les tâches, tout ce qui va avec, la carte dieu que vous avez jouée, elle va aller ici, dans la ligne des cartes jouées. Et au fur et à mesure que les joueurs donc, vont jouer des cartes, petit à petit, cette ligne va se remplir. Il y a un moment où le joueur suivant va arriver à vouloir placer la 5e carte. C'est un petit peu comme dans 6 qui prend. Il va retirer toutes les cartes ici. Elles vont repartir à la défausse et on va repartir sur une nouvelle ligne de cartes. Pourquoi est-ce que cette ligne est importante? Parce qu'en fait, elle va pouvoir être prise par les autres joueurs. On va pouvoir choisir, entre autres, des cartes disponibles. Après avoir défaussé sa carte dieu, la dernière chose que le joueur peut faire, c'est acheter un nouveau villageois. Alors, les villageois, on les prend d'un côté ou de l'autre et on va payer soit un maïs pour prendre le premier ici, soit une pomme de terre pour prendre ici. Et quand on arrivera et qu'il n'y aura plus qu'un seul choix, eh bien, on choisira si on paye une pomme de terre ou un maïs pour l'engager. Ce villageois-ci va aller dans mon stock et je peux à la fin de mon tour avoir un maximum de 2 ouvriers en attente. Si j'ai plus de 2 ouvriers, eh bien je dois prendre tout ce qui est surnuméraire pour aller le jeter. Je peux malgré tout aller chercher un nouvel ouvrier du village, même si je suis déjà à 2. Donc je peux monter à 3 et j'en jetterai un. Pourquoi? Parce que ça va faire tourner plus vite le jeu et donc accélérer les fins de manche. Ça, c'est pour tout ce qui était ouvrier, donc c'est déjà beaucoup de choses en soi. Maintenant, si je ne veux pas faire la pause d'un ouvrier, eh bien mon autre option, c'est de faire 2 actions secondaires. Les 2 actions secondaires que je vais faire doivent être toutes les 2 différentes, donc je ne peux pas faire 2 fois la même. J'ai le choix entre prendre 2 cartes dieu pour les mettre dans ma main, prendre 2 cartes de guerre, regarder celle qui me plaît, la garder dans ma main et défausser l'autre, ou prendre un nomade de mon choix sans rien payer, le placer dans mon stock et après remettre un nouveau nomade. Ça, ce sont les actions secondaires normales. Mais il y a une action secondaire en plus qui est un petit peu plus spécifique, c'est celle du grand prêtre. L'action du grand prêtre est plus spécifique parce qu'elle va impacter les autres joueurs. Je vais d'abord devoir me déplacer de 1 ou 2 sections avec mon grand prêtre. 1, 2. À l'endroit où j'arrive, je vais faire l'action de la section. Il y a donc 5 actions possibles avec mon grand prêtre. Si je n'ai pas envie de faire l'action de la section, je peux alors prendre un or. Mais l'action est quand même proposée aux autres joueurs. Il y a à chaque fois un avantage pour celui qui a déplacé le grand prêtre, qui a une sorte de bonus au niveau de cette section-là, et les autres joueurs ont une version moindre. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ici, c'est le symbole à nouveau de production. Je vais donc pouvoir aller activer mes bâtiments de production. Ici, je pourrais donc activer et recevoir à nouveau un or et 2 points de victoire. Mais il y a une petite différence avec ce symbole-ci, qui n'en activait qu'un seul, c'est que là-bas, je peux activer tous mes bâtiments de production si j'en ai plusieurs, c'est pas un problème, mais tous ceux qui sont activés vont être retournés. Donc dès que je les ai faits, dès que j'ai touché les ressources, je vais avoir mes bâtiments qui sont retournés. Et c'est valable pour tous les joueurs. Donc tous les joueurs vont activer leurs bâtiments de production, 0, 1 ou plusieurs, et alors il va les retourner. S'ils sont déjà retournés, ils ne produisent rien vu qu'ils ont déjà produit. L'avantage du joueur qui a placé son prêtre dessus, ça va être de pouvoir retourner un des bâtiments de production avant ou après la production. Donc si tout était comme ceci, il pourrait d'abord en retourner un et l'activer. Et si on commençait comme ceci, il aurait d'abord produit et puis il aurait pu en récupérer un seul. Il y a ensuite 2 cases qui me permettent de monter au niveau de ma déité. Ces 2 cases avec ces 2 symboles-ci qu'on retrouve là-bas au-dessus, soit celle-ci va me permettre de dépenser des statues que j'aurais acquises pour monter. Alors, si je dépense une statue petite, je monte de 1. Si je dépense une statue grande, je monte de 3. Moi qui ai activé l'action avec mon prêtre, je peux dépenser une grande et une petite et donc monter de 4. Les autres joueurs peuvent dépenser aussi une statue, mais une seule, et qu'elle soit grande ou petite, ils ne monteront que de 1 case au niveau du temple. Quand je monte au niveau du temple, immédiatement, je touche les ressources qui sont indiquées à gauche. Donc si j'étais monté de 4 parce que j'avais une grande statue et une petite statue, j'aurais touché
une carte à piocher, une pomme de terre, j'aurais gardé 2 cartes de guerre et j'en aurais choisi une. J'aurais touché un travailleur ou une pierre ou 2 pierres. Donc je prends tout ce qui est en chemin si j'avance de plusieurs cases en une fois. Ici, l'autre manière de progresser au niveau du temple, eh bien je vais dépenser des maïs. Le joueur qui a déplacé son prêtre sur cette case-ci va pouvoir payer 2, 4 ou 6 maïs pour avancer de 1, 2 ou 3 cases. Les autres joueurs peuvent payer 3 maïs pour avancer d'une seule case. La conquête. Quand je rejoue la conquête, je vais pouvoir aller m'attaquer à toutes ces zones qui se trouvent ici. Mais la première chose qui va se passer, c'est que je vais perdre un des villageois. Le villageois d'un des côtés va être irrémédiablement détruit et donc va quitter le jeu. Ça va accélérer les tours de jeu. Ensuite, chaque joueur, à commencer par le premier joueur, va décider de poser tout ou partie de ses armées en jeu. Chaque armée qu'il pose lui coûte une pomme de terre, mais le premier joueur, lui, a une réduction d'une pomme de terre pour la première carte posée. Donc 3 pommes de terre dans mon cas. Les autres joueurs vont donc chacun décider de placer une ou plusieurs armées dans le jeu. Quand c'est fait, on revient au premier joueur et il va décider d'aller conquérir une des zones ainsi autour du plateau de jeu. Pour conquérir, c'est une zone qui n'a pas encore de marqueur, donc s'il y a déjà un marqueur, on ne peut pas y retourner. Et on va devoir payer en troupes ce qui est indiqué en dessous. Quand il y a un crâne, c'est une troupe qui meurt et donc qui va quitter le jeu. Quand il y a une flèche rouge qui est retournée, ce sont des guerriers qui sont partis, qui ne sont plus là et donc on va retourner simplement ainsi. Donc si je dois retourner 3, je vais retourner une valeur de 3 guerriers, 2 plus 1. Si ici je devais en avoir un qui meurt, j'en ai que 2, je vais devoir en perdre un de plus. Donc à vous de voir pour avoir des petits 1 parfois qui sont bien utiles. Si je voulais donc avoir les 3 points de victoire ici et placer mon marqueur, eh bien je retournerai une troupe et j'irai placer mon marqueur. Les autres joueurs vont peut-être aller aussi jouer, vont peut-être aussi placer des marqueurs d'un côté ou de l'autre. Et puis revient le joueur actif qui lui peut faire une deuxième conquête avec les bonhommes restants. Donc il m'en reste 5 ici. Eh bien j'aurais pu aller chercher par exemple ici tout dessus. J'en retourne 2 et j'en ai 2 qui meurent. Et je vais placer mon marqueur là au-dessus. Donc ce que l'on oublie le plus ici, c'est qu'il faut tuer d'abord un villageois. Ensuite, on place chacun ses armées. Et seulement après, on décide de l'endroit où on les envoie pour les récupérer. La dernière action, eh bien, ça va être de pouvoir récupérer justement toutes ces cartes qui ont été retournées. En allant faire cette action-ci, je vais pouvoir retourner enfin ces cartes qui sont parties. Donc, par carte que je veux retourner, ça me coûte un maïs, que ce soit un bâtiment ou une armée. Le joueur actif a la chance de pouvoir retourner une carte ou une tuile gratuitement et peut payer soit en maïs, soit en pommes de terre. Les autres joueurs ne payent que en maïs et donc on va pouvoir ainsi récupérer nos armées. Voilà pour le tour des actions que l'on pouvait faire ici. Donc n'oubliez pas, on se déplace obligatoirement de 1 ou 2 cases, on prend un or ou alors on fait l'action. Même si on prend l'or, les autres joueurs peuvent faire l'action qui est associée, même s'ils ont un désavantage par rapport aux joueurs actifs. N'oubliez pas que ici on doit d'abord tuer quelqu'un parce que ce n'est pas repris en aide de jeu et ça c'est un petit peu manquant. Donc c'est ce qu'on oublie très vite, c'est de tuer effectivement un des personnages ici. Et n'oubliez pas que vous devez faire 2 actions différentes. Donc bien souvent c'est une action au niveau du temple, plus piocher des cartes ou récupérer éventuellement des nomades. À la fin du tour du joueur qui a fait les 2 actions secondaires, à nouveau il peut dépenser un maïs ou une pomme de terre pour aller récupérer un villageois. Ici. S'il a donc plus de 2 villageois dans sa zone, il va devoir en défausser un qu'il ne gardera pas. Quand à la fin du tour d'un joueur, tous les villageois ont disparu, eh bien, on va déclencher le festival. Le festival, ça va être d'abord une tuile qui va être récupérée près du joueur qui a déclenché le festival. Les autres joueurs vont encore jouer une fois et ils ne peuvent plus à la fin de leur tour acheter des villageois puisqu'il n'y en a plus. Et on va ensuite faire l'action du festival. Le festival, c'est plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'activer tous ces tapis et donc d'activer toutes les zones adjacentes qui sont identiques. C'est donc la même action que l'action de marchandage qui se trouve là. Ensuite, chaque joueur va toucher les récompenses du temple, c'est-à-dire les points de victoire qui se trouvent à droite et les bonus qui se trouvent à gauche. J'ai sorti tantôt en faisant l'action de conquête le villageois du jeu, mais c'est ici qu'il va. Et pourquoi c'est important? Parce que j'en ai besoin pour le décompte suivant, c'est-à-dire dans chaque territoire où j'ai fait des conquêtes, on va donner des points de victoire au joueur qui a le plus de conquêtes dans une zone. Le nombre de points de victoire, c'est le nombre de villageois qui ont été tués. Donc ici, noir a le plus de conquêtes, gagne un point de victoire. Là, c'est le bleu qui gagne un point de victoire. Si jamais il y avait eu une égalité, c'est le joueur qui est le plus à droite, vu que les coups sont plus importants sur la droite.
Au fur et à mesure évidemment des conquêtes, on va avoir de plus en plus de bonhommes ici, donc dans la dernière manche, les points de victoire de conquête seront le plus importants. Ce n'est jamais vidé, ce qui veut dire que toutes les conquêtes que vous avez faites dans les premières manches vont toujours être là et donc vont vous donner un avantage significatif, vous serez toujours un petit peu devant par rapport aux autres. Le joueur qui avait déclenché le festival, donc qui avait pris cette tuile-ci, va marquer les points de victoire selon la manche à laquelle on est. Donc 1 point de victoire première manche, 2 points de victoire à la deuxième, 4 points de victoire à la troisième manche. On va ensuite devoir payer pour toutes les cartes dieu que l'on a en main. Et chaque carte dieu que l'on a gardée en main va nous coûter une pomme de terre. Si je ne sais pas payer, j'en ai que 3 ici, pour certaines cartes dieu, ici 2, et bien chaque carte dieu que je ne saurais pas payer en pomme de terre va me faire perdre 2 points de victoire. On va ensuite remplir à nouveau le village. Si jamais le sac est vide, on ne sait pas le remplir, on ne sait pas le remplir. S'il n'est pas rempli à fond, tant pis. S'il est complètement vide, parce qu'on aurait vraiment tué beaucoup, qu'on aurait beaucoup chipoté au niveau des nomades, eh bien c'est aussi une possibilité. Il est directement vide, un nouveau festival va directement se déclencher. À la fin de la première et de la deuxième manche, il reste un truc spécifique, c'est qu'on va récupérer des cartes dieu. On va récupérer des cartes dieu selon sa position au niveau de l'ordre du tour. Les joueurs qui seront le plus avant vont recevoir une carte, et les joueurs qui seront les plus derrière vont recevoir 2. Quand c'est 2 joueurs, le joueur qui est devant va avoir une carte, le deuxième va en avoir 2. Quand c'est 4 joueurs, les 2 joueurs qui sont devant vont avoir une carte, les 2 derniers en auront 2. Et à 3 joueurs, il n'y a que le premier qui a une carte et les 2 autres en auront 2. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré ces cartes en plus dans la main, chaque joueur va pouvoir défausser jusqu'à 3 cartes dieu pour avoir les bonus qui sont indiqués en dessous. Donc on va pouvoir se débarrasser des cartes dieu pour toucher directement des récompenses, des actions, des points de victoire. À la fin de la troisième manche, on ne va pas faire remplir le village et on ne va pas récupérer des nouvelles cartes dieu, mais on va alors calculer les points de victoire de fin. La grandeur de chaque tapis va me rapporter des points de victoire. J'ai un tapis à 5 positions, et bien 5 positions, ça me rapporte 10 points de victoire. Si j'en avais un tapis à 2 en dessous, il m'aurait rapporté un point de victoire de plus. Donc chaque ligne de tapis, pour peu qu'il y ait au moins 2 tapis différents dans la ligne, va me rapporter des points de victoire. Je vais aussi toucher les points de victoire qui sont ici, au milieu. À chaque fois que j'étais en fin de manche, j'ai touché ce qu'il y avait à gauche et à droite, ou éventuellement ce qu'il y avait à droite s'il n'y avait plus rien à gauche. Ici, c'est pareil. Je vais toucher les 22 en fin de manche, et puis à la fin du jeu, je vais toucher ce qui est en dessous, les 2 points de victoire supplémentaires. Je vais ensuite activer tous les bâtiments que j'aurai, qui auraient par exemple des points de victoire de fin de jeu, symbole de fin de jeu de festival de fin, un point de victoire par la longueur du tapis, donc 5 points de victoire ici si j'avais fait l'acquisition de cette carte-ci. Chaque carte dieu que j'ai encore en main, cette fois-ci, va me rapporter un point de victoire, donc ici 5. Chaque or vaudra encore un point de victoire, et chaque ouvrier que j'aurai encore vaut un point de victoire. Et on marque enfin un point de victoire par carte armée visible, donc pas les retourner, visible dans son jeu. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de ressources en stock qui gagnera. Et en cas d'égalité encore, c'est le plus vieux. Voilà, c'est comme ça. Il fallait bien quelque chose, ce sera le plus vieux. J'attire votre attention sur certaines choses que l'on oublie facilement au niveau du jeu. On peut, avec une carte de dieu, faire retourner 2 tuiles pour en mettre 2 autres en jeu. Quand celles qui sont proposées ne vous plaisent pas, on peut ainsi les changer. Qu'avec une carte armée que l'on aurait en main, on peut la défausser plutôt que de la garder ainsi et attendre de la poser pour avoir les ressources qui sont indiquées en dessous. Le tapis gratuit, c'est soit la première, visible, soit la deuxième, invisible. On choisit au moment d'utiliser le tapis. Une de mes tuiles de production sans la retourner. Quand vous décidez de faire l'action secondaire, piocher des cartes, vous pouvez prendre des cartes ici ou des cartes là-bas. Si vous prenez cette carte-là, que vous la remettez chez vous, on ne la remplace pas par quelque chose d'autre. Les cartes ne vont ici que quand on les a jouées pour aller placer des ouvriers. Et je peux très bien prendre ma deuxième carte ici ou ma première ici et puis ma deuxième là-bas, selon ce que je cherche vraiment au niveau de mon jeu. S'il n'y a pas de marteau, vous ne payez pas le coût de construction. Si ce sont des petites statues, ce ne sont pas des grandes. Voilà pour les règles, on a fait tout le tour ainsi des possibilités, en insistant bien sur certains faits. Alors franchement, la première partie, vous allez vraiment vous appuyer sur cette aide de jeu, mais tout est repris effectivement au niveau de chaque chose. Le temps de bien intégrer chacune des possibilités, de la manière de scorer, et surtout ce qu'il faut payer pour chaque action pour vous préparer effectivement à l'action quand quelqu'un d'autre va aller l'activer. Donc une première partie que vous devez prendre vraiment comme étant de la découverte du jeu, ses principes, et commencer un petit peu à absorber toutes ces micro-règles. Parce que si vous vous arrêtez au fait que les règles sont complexes, vous n'allez pas effectivement aller beaucoup plus loin. Vous allez voir toute une série de symboles cabalistiques tout autour du jeu qui ne permettent pas vraiment de se sentir associé à un dieu, parce qu'effectivement pour moi un carré ou un zigzag ça ne représente pas nécessairement un dieu. On ne peut pas vraiment dire que les symboliques ici m'envoient du rêve au niveau d'un dessin quelconque qui représenterait le dieu qui va avec ce symbole là.
Donc ça c'est un petit peu le truc dommage, c'est que ça a l'air d'être fort, presque mathématique, mécanique, de fait de placer quelque chose à un endroit ou à un autre, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réfléchir, à anticiper, à voir comment ça tourne, à se placer sur plusieurs endroits différents, vu qu'on va scorer sur beaucoup de choses. On a vu dans les parties qu'on a faites que les gens se tenaient assez proches l'un par rapport à l'autre. Il faut juste réussir à intégrer toutes ces règles, ces micro-règles de jeu. Qu'importe donc les voies que vous allez prendre, parce que chacune est très intéressante, d'avoir des points de victoire ici c'est très intéressant, le fait d'avoir les dieux pour toucher évidemment les cartes que l'on va jouer c'est très intéressant. On va pouvoir mettre des escaliers qui vont vous rapporter des points de victoire et de la nourriture, c'est évidemment très intéressant. Ne pas oublier qu'il vous faut en main des armées si vous voulez aller faire la guerre et donc aller toucher des ressources ou des productions sur le côté et des points de victoire à chaque décompte, c'est intéressant. Le fait de construire les grandes statues, c'est 9 points de victoire, une petite c'est 3 points de victoire, c'est effectivement aussi à nouveau très intéressant. Donc au final, il y a plein de trucs très intéressants partout et il y a des actions qui sont disponibles seulement à certains niveaux par rapport à d'autres. Avoir les tapis en fin de jeu, c'est vraiment super bien. Le fait d'avoir le marchandage dans chaque décompte, c'est très très bien. Donc au final, tout est bien. Tout est bien, le tout c'est d'arriver à trouver la combinaison, la manière de faire. Pensez que quand votre bonhomme est ici, on va plutôt construire dans cette zone là pour ne pas payer trop cher en nourriture. On peut toujours aller de l'autre côté, mais d'un coup ça te fait un gros coup. Le fait de placer des bonhommes adjacents à d'autres pour gagner des bonus d'action, évidemment c'est ce qu'il faut faire un maximum. Remarquez qu'au niveau du jeu, on trouve beaucoup de pierres et de pommes de terre au premier étage. Mais au deuxième, la pierre est beaucoup moins présente et qu'on trouve seulement le maïs vraiment dans les derniers étages ainsi que l'or. Donc selon les étages où vous allez faire des actions qui sont disponibles ou pas disponibles. Les tapis ne sont disponibles qu'à partir du deuxième étage. Idem pour la production et le marchandage, lui, ne se trouve que tout au fond. Donc on va vraiment jouer différemment selon son développement et selon ses intérêts. Quand on a un intérêt de marchandage, on va aller beaucoup plus bas, plus vite. Les jaunes, les coursiers qui permettent de payer une nourriture de moins et d'activer une action en plus parce qu'ils seront évidemment tout seuls. S'ils sont évidemment tout seuls dans une zone, eh bien c'est aussi très intéressant pour aller tout en bas du jeu. Peut-être moins au départ, ou alors il faut aller vraiment dans une zone qui n'est pas dans la zone de votre prêtre. Par exemple, jouer sur les deux zones adjacentes qui coûtent une nourriture réduite de 1 par le coursier. Quelqu'un qui voudrait accélérer le jeu va éliminer plus vite les villageois ici en faisant des conquêtes et en prenant à chaque tour un villageois de plus pour terminer le jeu. Donc techniquement, on pourra avoir une manche qui se termine en 2 tours. Si chaque joueur achète un villageois la première manche et ensuite un autre villageois au deuxième tour, on déclenche déjà tout de suite le festival et chacun rejoue une fois et on va déjà faire le festival une première fois en recharge. Donc ça peut aller très très vite. Si en plus on fait des actions de guerre à plusieurs, on va avoir des villageois qui partiront encore plus vite. Donc le jeu pourrait tourner très très vite et dans le même ordre d'idée, si les joueurs ne prennent pas les villageois, il va prendre beaucoup plus de tours à faire les actions. Il faut passer outre la découverte pour vraiment trouver tout le sel et toute la profondeur du jeu Tawantinsuyo. Voilà, tout est dit ici, je pense que vous connaissez tout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu, vous abonner. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu!